arrêté tout sur le passage, c'est-à-dire que les habitations et puis les personnes qui y vivent, quoi. Donc les recherches sont en cours, il y a quelques décédés, mais nous continuons les recherches pour retrouver des survivants. Well, as you heard there, the search and rescue efforts are continuing. We have an update from Bankolo, an update. Something has happened there right now. Let's try to catch up with Clarence Ngee. We hear another body has been found, Clarence. Out here, as we speak, just right behind me, we have civilians of goodwill who have actually joined the elements of the firefighters unit for digging exercise here in order to, bring out more corpses believed to be hidden down in the mud. Well, we are told there we have a lady with a young child who actually were killed by this heavy flood yesterday. They are trying to bring out the corpses completely. You can see around me the population, the crowd here is so huge compared to 1-2 hours ago. We have inhabitants around this locality, beginning from Carrefour Bankolo, who are all here. You can see right over there, they are standing, looking actually down here in this valley what is happening. It is really a pitiful situation out here, Fonka Mutabo Bernard. Steve Chega, a few minutes ago, we were somewhere down there and we're told that 2 corpses were discovered. Tout à fait, Clarence Ngee, tout à l'heure, pendant que vous preniez le micro, j'allais encore tendre l'oreille et ouvrir les yeux. Effectivement, en ce moment, on est en train de sortir le corps d'une maman et de son bébé. Évidemment, ça fait plus de 15 heures que la terre les a écrasés. Au-delà de ça, de ce commentaire que je fais, vous voyez bien que les populations qui continuent de se masser sur le flanc et aux alentours, sur le site du drame, sont un peu repoussées par les forces de l'ordre. Et c'est un peu normal parce que il y a un dosage entre la compassion, ne pas les bousculer, d'autant plus que les yeux des populations aident aussi à effectuer des fouilles, d'autant plus que tout à l'heure on a entendu « Ah, voilà la femme et l'enfant qu'on cherchait ». Ce sont les yeux des populations qui aident aussi, même si elles sont un peu tuméfiées, glacées par la peur. Tout le monde transpire ici. C'est des sueurs froides, mais il faut avancer dans les recherches. Vous entendez derrière nous des coups de pelle, des coups de machette, des coups de houe. Tous les outils sont à portée de main ici pour faciliter la recherche et peut-être retrouver éventuellement quelques rescapés. Bobert Nafonkamuta. Well, as you can see there, someone actually passing in between Steve and Clarence. It's a busy site, a tough one. Various people are at work. The reporters are trying to gather as much information and reliable information as possible, while the firefighters are trying to see if they can save any of the unfortunate people who got trapped in that mudslide. And sadly, as we just heard from them, a woman and her baby have been pulled, and their corpses have been pulled. It's over 15 hours since that mudslide occurred, and so the chances of surviving are growing slimmer by the minute. We do see that for now, the challenge or most of what the firefighters are doing is actually trying to see if they can identify or locate the bodies that are trapped in there. If anybody comes out of there, it will definitely be a miracle, but not a miracle that we are not hoping for or that we don't believe in. We believe that a miracle is possible. Clarence Ngee, we will be coming back to you for any updates. Is there anything you wanted to add or contribute to this information? Well, let's just skip Clarence Ngee for now. We'll go back to Bankolo as soon as they indicate
that they have news to share with us, and that's basically the idea. We are here, we are around the site, looking at what the firefighters are doing, looking at what is happening in the hospitals for those who were lucky enough not to be trapped in the mud flow, and we will be going back to Mbankolo whenever there is something new to update you on. Remember, our newscast will also come up at midday. We have a newscast on CRTV News every hour, but at midday we'll be having the newscast on the bilingual newscast on both channels, CRTV and CRTV News. And in that newscast, we will also devote quite some time to these particular news story. We are watching the events unfold. Lots of property damage, lots of lives lost. It's a tough pill to swallow, especially for those who live in the area or who know people who lived in the area. It's a tough pill for the national conscience to swallow after similar incidents in Guache, in the West region, as well as in the Damas neighborhood here in Yaoundé. But we do hope that the people do find the strength to go through this. Let's take a short break, and when we come back, we'll continue updating you on what is happening in Mbankolo. CRTV News, nothing but the news. CRTV News, nothing but the news. Welcome back. You are on CRTV News. It's a live coverage of the search and rescue efforts going on in the Mbankolo neighborhood in Yaoundé 2. Si vous venez juste de nous rejoindre, nous essayons de faire un peu le point sur ce qui s'est passé, non seulement hier soir, mais ce qui se passe en ce moment en Mbankolo. Nous avons des équipes déployées un peu partout sur le site. Ils suivent de très près les opérations de sauvetage qui sont
en cours. Il faut relever qu'une maman et son bébé viennent juste d'être retirés, malheureusement décédés de la boue, si vous voulez, de l'éboulement qui a eu lieu là-bas. Et nous espérons, nous croyons fort qu'il peut y avoir un survivant, mais au fur et à mesure que le temps passe, ça devient un peu plus dur de sortir de là en vie. Je viens vous présenter à l'instant le professeur Njenje. Bonjour prof, welcome. Bonjour. Vous êtes psychologue. Psychologue clinicienne, oui. Okay. It's definitely a hard period. We've been talking about it, not only for the people of Mbankolo, but for Cameroonians as a whole who are watching these painful images of loss, of tragedy, and we are hoping that the death toll doesn't grow too much, and that the search and rescue efforts do find survivors. Professeur, comment est-ce qu'on reçoit une nouvelle comme ça? J'ai parlé au téléphone tout à l'heure à l'abbé qui est dans la zone, le curé de la zone, qui me dit c'est difficile même de écouter ou d'encourager les gens parce que il me parlait d'un ami avec qui il fait souvent la marche, qui a perdu quasiment tous les membres de sa famille. À des moments comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Oui, alors il faut dire que c'est une tragédie de plus, ce que nous vivons actuellement du côté de Mbankolo. Et chaque fois qu'il y a un événement de ce type, on comprend que c'est la détresse générale, c'est la panique, c'est la peur, c'est le traumatisme. Alors, les gens sont désemparés. Alors, ce qu'il faut faire, c'est vrai que tout le monde est un peu désemparé et parfois les gens sont tétanisés, n'arrivent même pas à réagir. Alors, il faut commencer par sécuriser les lieux pour que la catastrophe déjà s'arrête, parce qu'on imagine les gens vont courir dans tous les sens, dans l'euphorie générale, on peut ne pas maîtriser, il faut sécuriser, et maintenant les secours qui sont en place, commencer à fouiller pour essayer de trouver quelques survivants qui y seraient encore. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est un événement traumatique, c'est-à-dire pour ceux qui l'ont vécu et qui ne sont pas morts, les survivants, mais aussi pour ceux qui auraient des membres de famille de ce côté-là, qui sont peut-être loin, à l'étranger, mais aussi pour ceux qui sont dans d'autres zones qui présentent le même relief. Parce qu'à ce moment, on comprend qu'ils se disent ça pourrait arriver de notre côté. Donc finalement, nous sommes tous dans ce traumatisme-là. Et il est important qu'il y ait des secours spécialisés parce que ça va être difficile pour le commun de la population de faire quelque chose. Tout le monde est paniqué. Donc, et quand on est paniqué, on a plus de chances de faire des erreurs que de poser le bon acte. C'est pour ça qu'il est très important de recourir aux secours spécialisés qui savent exactement quoi faire dans ce type de situation. Nous avons vu des sapeurs-pompiers qui sont depuis hier soir et qui travaillent au fur et à mesure. Nous avons aussi vu que les populations, les riverains semblent augmenter au fur et à mesure que le temps passe. Ils semblent s'attrouper autour de la scène, peut-être dans l'espoir de retrouver des personnes qu'ils cherchent, des personnes perdues. À ce moment, on parle beaucoup de personnes disparues. C'est quoi la subtilité entre mort et disparu? Oui, alors, il faut dire que quand on vous dit qu'un membre de votre famille est mort, vous êtes devant la réalité. Vous savez que vous ne le verrez plus. Mais si on dit disparu, vous gardez l'espoir. Vous savez que peut-être il sortira des décombres. Peut-être il n'était même pas là, il était sorti. Vous voyez, vous vous mettez dans cette série de peut-être. Et là, vous gardez espoir. Alors que quand il est mort, vous allez finir par accepter. Alors, il faut dire aussi que dans ce type de situation, justement, il est toujours préférable
de connaître la situation des membres de sa famille. C'est-à-dire, il vaut mieux savoir qu'il est mort que de rester dans l'optique de « il a disparu ». Parce que quand on a dit « il a disparu », au bout d'une semaine, vous voyez que l'espoir commence à s'affaisser. On commence à perdre espoir. Quand ça va faire 1 mois, 2 mois, ça va être difficile et on va se retrouver dans ce que nous appelons la problématique de deuil sans corps. C'est-à-dire qu'il faudra faire la séparation avec cette personne alors qu'on n'a jamais réellement intégré qu'il est mort. Et donc, quand on a perdu une personne, il faut faire le deuil. Mais un deuil sans corps va toujours être plus difficile parce que on va avoir du mal à réaliser que cette personne est partie. Donc c'est pour ça qu'il est toujours important, mais malheureusement, dans un éboulement comme ça, il y a des personnes qui vont être enterrées, qu'on ne va jamais retrouver. Et donc, du coup, pour les membres de ces familles, il faut quand même un accompagnement un peu plus proche. J'imagine que c'est difficile. Dans nos coutumes, faire le deuil est important. Évidemment, les sapeurs travaillent. Le fait d'identifier, de retrouver les corps, pour vous, c'est extrêmement important, j'imagine, parce que ça permet aussi à ces familles de pouvoir faire le deuil, d'accepter. Effectivement, c'est très très important qu'on retrouve les corps de ces personnes-là, même si une perte reste douloureuse. Mais c'est très important parce que le processus du deuil, qui est un processus qui se met en place tout naturellement, on a quand même besoin de voir enterrer la personne, ce qui nous amène à la réalité. Parce que quand on voit son proche être mis en terre, on arrive à la réalité de son départ. Et donc, le deuil se fait plus facilement et les membres de la famille peuvent plus facilement pour arriver à la reconstruction. Parce que c'est l'objectif final du processus de deuil, arriver à la reconstruction. Et quand on a vu la personne être mise en terre et la terre refermée. C'est pour ça que vous voyez, même de manière traditionnelle, le processus d'accompagnement des dépouilles est quand même marqué par des étapes. Et ces étapes qui vont aller du choc, c'est-à-dire que on a appris que la personne est décédée, on va crier, on va se taper par terre. On arrive au déni où on dit non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas lui. Et on va arriver après à l'acceptation. Et toutes les cérémonies, c'est-à-dire lever de corps, les veillées qu'on va faire, tout cet accompagnement, permettent d'arriver à l'acceptation et plus tard à la réalisation. Alors, il faut dire que le processus de deuil se met en place naturellement, tout seul. On ne fait aucun effort. Mais maintenant, compte tenu des circonstances de la perte du départ, compte tenu du degré ou alors du type de lien d'attachement qu'on avait avec le disparu, le deuil peut se compliquer. Et justement, dans ce type de situation, où on peut ne pas retrouver le corps, on peut arriver aux complications de deuil. On parlera de deuil pathologique et cela peut entraîner encore d'autres problèmes pour les survivants qui sont autour. C'est pour ça que l'accompagnement est toujours très très important dans ce type de situation. On a vu certaines personnes dans des hôpitaux, on imagine qu'ils sont traumatisés. Beaucoup ont entendu un bruit et un monsieur parlait tout à l'heure, on a l'impression qu'il a survécu parce qu'il a été projeté un peu hors de sa maison. S'il restait sur place, certainement, il n'allait pas survivre. Face à ce traumatisme, comment est-ce qu'on commence the healing process, si tu veux? Oui, alors il faut dire que parmi les survivants, il va y avoir des traumatisés, mais il va y avoir des non-traumatisés aussi. Il y a des personnes qui sont fortement résilientes et qui vont pouvoir surmonter très rapidement le choc qu'ils ont vécu. Mais maintenant, le traumatisme, il va survenir tout de suite chez certains. Mais chez d'autres, ce sera peut-être dans une semaine, dans un mois, peut-être dans 6 mois. Chacun va vivre l'événement selon sa personne, selon sa personnalité. Donc, ces personnes seront quand même à différencier dans l'événement. Et maintenant, il faut dire que les personnes qui ont survécu à l'événement peuvent développer ce que nous appelons l'hypervigilance. C'est-à-dire qu'ils ont entendu un bruit et ils ont vu l'éboulement, tout ça s'est passé autour d'eux. Ça fait qu'après, même hors du site,
le moindre bruit pourrait être traumatogène pour eux. C'est des gens, si une casserole tombe dans la maison, ils peuvent faire une syncope parce qu'ils sont dans l'hypervigilance. C'est pour ça, vraiment, il faut mettre en place des équipes d'accompagnement et je crois qu'actuellement notre pays a les moyens pour le faire. Il y a assez de psychologues, psychiatres, il y a toutes ces personnes. Il faut mettre des équipes d'accompagnement en place pour ces personnes survivantes pour qu'elles puissent continuer leur vie sereinement. If you're just joining us, we are with a psychologist, Professor Njenje Mireille, who is walking us through the initial phase of dealing with loss and pain, as is the case today for inhabitants in the neighborhood of Mbankolo. We will, in our continuing coverage of the events in Mbankolo, listen to some of the onlookers or survivors in the area. We've been doing that for the past hour, bringing you updates from Mbankolo, updates from the hospital, updates from the fire brigade, and obviously reactions from survivors or victims. Prof, I will be coming back to you in a moment to talk also about the pain for, well, I don't know if I'll call it pain, but the energy or the effort of those fire brigade workers who are there, you know, going through all of that nasty work, if we can call it that way, but necessary, obviously. So let's listen to these reactions gathered for us by Papin Boumsong, one of our reporters on the site. C'est une petite histoire, c'est un lac qui a été conçu par les Allemands. Et quand les Allemands sont partis, le lac est resté. Et il n'y avait pas, on n'aménageait plus le lac. Ce qui fait que le lac était déjà pollué de la saleté, des ordures et des herbes et de tout. Donc le lac était déjà sale, très sale et très sale. Ce qui fait que même avant, le mur là avait déjà commencé à lâcher parce que avec les fortes densités de l'eau qui sortent du haut du flanc de Montferré, le lac ne pouvait plus continuer ce tour. Donc hier, ça s'est aggravé parce que la pluie était tellement forte. Dire que c'est le monsieur qui a construit à côté, non, parce que vous voyez sa maison est plus en bas et le mur du lac est en haut. Le simple raison, c'est que le lac était déjà étouffé et puis le lac a lâché. Quand ça a lâché, au niveau de la serviture naturelle, il y a des gens qui ont fait ce qu'on appelle construction anarchique. Et c'est ça qui a fait les morts. Parce que quand le lac a lâché, les maisons qui étaient en haut, quand l'eau descendait, ça prenait les maisons au fur et à mesure où l'eau descendait parce que l'eau était très forte. Ça a même cassé le mur de ce monsieur. Parce que le mur de monsieur, il faut savoir dire la vérité, le mur de ce monsieur est un peu loin. Et s'il n'y avait même pas ce mur, ça devait créer beaucoup de dégâts. Donc on peut dire que son mur même a aidé. Parce que c'est le mur, quand vous comprenez que le mur qui a été conçu par les Allemands a lâché, c'est que c'était grave. Et c'est là qu'il y a une histoire parce que après quand les Allemands ont conçu, nos parents, nos ancêtres venaient toujours, quand ils veulent faire quelque chose de sérieux, ils venaient toujours dans ce lac-là et se trouver les solutions. Voilà. Aujourd'hui, je sais pas, on ne sait pas où c'est, comment, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'est l'eau. Et le lac étant déjà pollué de la saleté et tout, et en construction anarchique, c'est ça qui amène les morts aujourd'hui. CRTV News, nothing but the news. You're watching CRTV News, and this is our live coverage of the incidents in Mbankolo. Last night, heavy rainfalls triggered a mudslide in the area, and by some estimates, at least 20 bodies have been pulled out of the site. It is uncertain at this moment just how many people have been killed or how huge the death toll is. Firefighters are working. They've been working since last evening. They've worked through the night and they're still working today to try as much as possible to unearth or to remove either survivors or the remains of victims from the site. And we have been watching them at work. The local people in the area have also been watching them at work. All of them are hopeful that somebody could actually emerge from that mudslide. That said, it will be pretty difficult as time goes by for anybody to survive being buried
in mud, and I'm in the company of Professor Njenje Mire. She is a psychologist, and she's giving us an idea of the emotional state, not only of the people who are directly affected by this incident, but also of us as a people, Cameroonians, watching these events unfold. We've noticed that in circumstances like this, sometimes people set up call centers, in order to either talk to people who are looking for their missing relatives. Is it important to give people information, reliable information in such circumstances? Does it help them more or less process the tragedy? Oui, alors il est très important. Vous savez, quand un événement pareil survient, l'information aujourd'hui court. Avant que vous la CRTV n'ayez relayé, les réseaux sociaux ont répandu et de manière parfois anarchique la nouvelle. Alors, il est très important souvent dans ce type d'événement de donner l'information en escalier. C'est-à-dire qu'il y a des paliers d'information. Annoncer déjà la catastrophe, que les gens soient informés et commencer à dire s'il y aurait des morts, s'il y aurait... Voilà, parce que souvent dans les réseaux sociaux, on a posté, on a dit 1000 morts et vous imaginez que si vous avez des membres de famille qui habitent autour, vous pouvez choquer de là où vous êtes. Alors que si l'information avait pris le temps d'être préparée et donnée vraiment de manière graduelle, les gens auraient plus de chances de l'accueillir et de pouvoir l'encaisser. Maintenant, il y a aussi les enfants. Il y a les enfants. Alors, dans ce type de situation, il faut éviter que les enfants aient l'information quand ils sont seuls. Parce qu'il faut toujours l'accompagnement des adultes pour pouvoir leur expliquer. Planquer comme ça devant la terre qui tombe de tous les côtés, des maisons qui s'écroulent, des cadavres qui sont placés n'importe comment, vous voyez que ça peut, ça augmente le stress et puis le traumatisme peut être plus grand chez les enfants et d'ailleurs même chez les adultes. Donc donner l'information, oui, parce que de toute façon, elle va se savoir et il est important, mais vraiment, il faut la donner de manière graduelle pour que les gens aient le temps de la digérer et de l'accueillir un peu plus facilement. Je parlais tout à l'heure des sapeurs qui sont sur le site depuis la nuit. Beaucoup vont trouver qu'ils font leur travail. Justement, ils le font. Mais même dans l'exécution de ce travail-là, est-ce qu'on est toujours préparé à subir autant de douleur, si vous voulez? Oui, alors il faut dire que les aidants, de manière générale, c'est-à-dire que tous ceux qui viennent au secours de ces populations en détresse-là, c'est des personnes humaines, même si elles ont quand même une formation qui leur permet de faire face à ce type d'événement, ça reste des personnes humaines qui ont des familles et donc qui sont forcément choquées devant un tel type d'événement. Alors, il y a ce qu'on appelle chez les aidants, donc c'est les sapeurs-pompiers, c'est même les psychologues eux-mêmes, c'est les secouristes, c'est vous les journalistes qui allez couvrir ce type d'événement. Il y a une espèce de dépression professionnelle et qui va donc générer un traumatisme secondaire que nous appelons un traumatisme vicariant. C'est le traumatisme qui est généré par le traumatisme des victimes. C'est-à-dire que vous voyez des personnes traumatisées et leur traumatisme crée chez vous même un traumatisme. Donc, il ne sera pas rare de voir un journaliste s'effondrer sur un terrain pareil, un sapeur-pompier lui-même s'écrouler ou alors se mettre à transpirer. C'est pour ça que vous allez voir que dans ce type d'équipe, il y a toujours un débriefing. Ils doivent faire des débriefings pour pouvoir eux-mêmes digérer la situation qu'ils sont en train de vivre. Et puis plus tard, c'est des personnes, des sapeurs-pompiers par exemple, qui ont besoin aussi d'un accompagnement parce qu'ils sont exposés au double traumatisme. D'abord le traumatisme de l'événement et en plus maintenant le traumatisme des personnes traumatisées qu'ils sont en train de secourir. Donc c'est des personnes qui elles-mêmes à un moment donné vont avoir besoin d'aide. Nous avons suivi le monsieur qui a réagi tout à l'heure, un des autochtones de la zone, qui parlait justement du lac
qui était devenu aussi un symbole pour eux, une sorte de repère culturel. Est-ce que là aussi, il y a quelque chose qui est brisé? Oui, mais forcément, vous voyez, sur le plan économique, c'est des personnes qui perdent quand même leur maison. C'était leur maison, même si elles étaient à risque, c'était leur maison d'habitation. Certains sont nés là. Ils perdent la totalité de leurs biens. Vous voyez, on voit des gens dépouillés, essayer de récupérer un acte de naissance, une pièce officielle. Donc, ils perdent sur le plan matériel. Ils perdent aussi sur le plan de l'attachement qu'ils avaient avec leur environnement. Vous avez vu l'exemple de ce lac. Alors, c'est leur culture qui s'en va. Donc, il y a toutes ces pertes-là dont il faudra faire le deuil. Vous voyez donc qu'on est dans une situation de deuil multiple. On a perdu en termes de biens matériels. Économiquement, on voit son avenir compromis. Parce que quand on a perdu une maison, on a perdu tout ce qu'on avait. L'avenir est compromis. Comment est-ce qu'on va reconstruire tout cela? Comment est-ce qu'on va reconstituer tout ce qu'on a perdu? Peut-être jamais. On voit que ça va être difficile. Et maintenant, il y a les pertes en vie humaine. Donc, il y a une série de deuils qu'il faudra faire pour ces personnes-là. On comprend que ce ne sera pas facile. It will take time, definitely. It will take some time to accept not only the events that are unfolding in front of us, but to process them and to recover from them. And that recovery journey is usually longer and harder than we imagine. If you're just joining us, you are on CRTV News. This is a live coverage of the search and rescue efforts ongoing in the Mbankolo neighborhood, where a mudslide happened yesterday evening. Conservative figures would place the death toll at this moment at about 20 or more. And we know that those figures could actually change significantly. We don't want to give you figures that we cannot confirm or ascertain. So as the officials go to the site, as they do their body count and they are sure of the exact number of people who have been killed, we will update you. Trust us. In our upcoming newscast, we will have a bilingual newscast at midday. We'll also have a newscast throughout the day on CRTV News, and later on in the evening in our primetime newscast. So we'll have time, we'll take time to try to process all of this and give you a clearer picture of what is going on there. But as it stands, search and rescue efforts are continuing. We have teams on the site. The latest update about 30 minutes ago was that the body of a woman and a child has been found. We want to imagine the mother trying to protect her baby till the very last. Let's hear the reaction of one of the parents of a victim. Painful, we want to imagine. Ma petite soeur m'appelle, elle me dit, on vient de m'appeler que les enfants ne sont plus. Imaginez un peu, ma belle-fille et les 3 enfants, on ne savait, depuis hier qu'on cherchait, on ne savait pas où ils étaient. C'est le premier corps qu'on a sorti en bas, dans la rivière, là, c'était le corps de ma petite fille. Dieu merci que celle-ci a eu le réflexe de jeter le bébé dehors. C'est quelqu'un en passant qui entend les pleurs d'un bébé à 1h du matin et nous interpelle. On se rend compte que c'est notre bébé. Wow. Et le bébé en vie? Il est en vie. Ma belle-fille est en vie, mais elle s'en donne pas. Elle est entre la mort et la vie. Vous ne pouvez pas nous dire que quelqu'un, parce qu'il a... Grief. As we told you earlier, there's a lot of pain, but also a story of heroism of people who are resilient, who, despite the challenges, the tough environment in which they find themselves, the pain of the loss, are trying as much as possible to carry on. To be strong, to stay on their feet. You heard the testimony of a parent that must have threw her baby out through the window and saving the baby in the process. Sadly, she herself died, carried by the mud flow.
it is also important to note that the mother who was picked with her baby a while ago, j'imagine que la maman qui a été retirée avec le bébé, professeur, était toujours dans l'instinct maternel et de survie jusqu'à la dernière minute. Mais absolument. Je suis sûre que son réflexe était d'essayer de protéger son bébé, mais malheureusement, elle n'a pas pu. Oui, mais toutes ces personnes, elles ont forcément essayé de se sauver, essayer de sauver ceux qui étaient avec eux, mais la force de la catastrophe a pris le dessus, la force de la nature a pris le dessus. Malheureusement, c'est des personnes qui sont parties et il reste à consoler les familles et à sensibiliser de plus en plus. Parce qu'il y a d'autres zones de ce type dans la ville de Yaoundé seulement. Il y a d'autres zones comme ça et il faut qu'on sache que ça pourrait arriver. Peut-être pas avec les mêmes caractéristiques, mais oui. Et puis, avec les fortes pluies, on l'a vu en ce moment, les pluies sont très fortes. Donc. Professeur, permettez que je prends votre passe comme ça pour justement parler du climat. On va essayer de joindre au téléphone Isabelle Zouo, qui est climatologiste. Bonjour, vous m'entendez? Bonjour et bonjour pour toute l'équipe la CRTV. Merci. J'imagine que vous observez de près le phénomène ou bien le temps qu'il fait en ce moment. J'ai suivi quelqu'un dire hier que très souvent c'est les dernières pluies qui d'octobre comme ça qui s'abattent. Est-ce qu'on peut dire avec certitude aujourd'hui comment est-ce que le climat se comporte ou bien nos saisons de pluie ou nos saisons sèches? Merci pour la question. Bon, j'aurais préféré d'expliquer en anglais un peu. Yes, go on, feel free. The National Observatory on Climate Change produces a seasonal bulletin and it produces 10 days alert. Our last seasonal bulletin runs from September, October, and November, and in that bulletin we actually express the fear of heavy rains within a short time that can bring surprises to Yaoundé. So Yaoundé was one of the cities that we highlighted. And then presently I'm actually on the site of the event of the catastrophe, and we are trying to estimate how far this has gone and to see those who are affected and to relate to what we actually announced in the seasonal and the 10 days alert. So if we go by your alert, where are we right now in the 10 days period that strong rainfall is expected to occur on Yaoundé and other parts? Yeah, the rainfall that is expected is heavy rains, not like you have flash rains in other months. We are expecting more heavy rain. And so people who are living in risky areas for landslides are more exposed. That's why we keep on insisting that the stakeholders could actually follow what we actually announce, because with this we are able to carry out some preventions at national level. Because presently what has happened here, it could be avoided, or the accident or the catastrophe could be reduced if the information we passed out was taken into account. That's why I'm insisting. Do we expect heavy rainfall again in the next couple of days, according to your alert? What should people expect? We are still expecting heavy rains. In the month of October, and the rains in October that we are seeing are going to be heavy rains within short hours. So you find that it will not be like a rain that will fall in shower form and run for the whole day. It may start suddenly and it will be very heavy. So you can have water channels being filled up within a very short time and causing other problems like floods, and landslides is remaining the problem or our worries that we have. I hear there has been a heavy rainfall in Douala as well. Which other localities should be on the alert?
We are still seeing rains instead of giving way in the highlands. We still find rains there, but this time not with very long time. Rainy season is going down that way, but heavy rains are still insisting in these areas. Tell me, how much attention should we pay to weather news these days? I know in the West, before people go out, they check the weather. You know, is it going to snow? Is there going to be sharp temperature changes? But in our area, we don't generally do that because weather changes are not extreme. Should we be paying more attention to the weather? It's very important at all times to pay attention to the weather and the climatic conditions. If you follow keenly our 10 days alert, it becomes very, very important and it's very sensitive. So when you can follow that, you find that you can avoid certain things. And also you can carry out a good planning of your activity. Well, thank you very much, Isabel. I imagine you are at work at the Mbankolo site. How tough is this whole experience? Do you feel at any point like we could have avoided this? Yeah, but maybe not at the level of the observatory. But we can only say that this is likely going to happen in landslide-prone zones in Yaoundé, but we cannot tell you that come and take the money to do to avoid the problem. Our duty is to give out the information and make the nation be informed. So that is what we are doing. And here in the team of the National Observatory, I'm here with the specialist of communication for the National Observatory. You have also the head of department for the evaluation of economic cost of climate change. So his activity here is actually to see how far the impact was and try to evaluate it and give us the laws in terms of economic value. Thank you, Isabel, and do carry on with your work. Lots of courage to you and the other teams who are on this site this morning and who are working. Thanks for your insight. Thank you so much. Well, as you heard there from Isabel Zwo, a climate specialist, they issued a warning that a 10-day period of heavy downpour is going to happen on Yaoundé as well as other localities. So you may want to be attentive over the next couple of days on rainfall. What is happening around you, you need to pay attention to that. And we are obviously going to help relay such information whenever we have, because it's of national interest. Let's take you once more to one of the hospitals where survivors have been rushed to. Maimouna Nadia once more tells us just how the hospital staff are trying to help the victims who have arrived there. Bonjour, Maimouna. Merci de nous retrouver ici au animation de Yaoundé suite à l'éboulement de terrain qui a eu lieu hier nuit à Bankolo, dans la banlieue de Yaoundé. D'autres victimes ont également été référées ici dans ce centre hospitalier, environ 5. Nous avons un cas précis ici. Joséphine, elle a été admise dans cette structure avec sa famille. Elle va nous dire comment elle se sent parce que selon les spécialistes, elle a été fracturée. Sa clavicule a été fracturée. Bonjour, madame. Bonjour. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous vous sentez actuellement? La maison est tombée là-bas sur nous, non? La maison est tombée sur nous. Jusqu'à ma chose, j'ai déjà tout passé. Même ça, là, on m'a donné ça hier. Et on vous avait là-bas 3 valises, c'est passé. Pour mon mari, pour ma fille, tout est passé. Et vous avez été conduite ici avec votre famille? L'autre là, je n'ai pas, je n'étais pas là-bas à la maison. J'étais Jacques qui était là-bas. Oui. Alors, merci madame, on va vous souhaiter bonne guérison et bon courage à vous.
Alors, vous voyez, selon les spécialistes, plusieurs personnes, environ 5, ont été conduites ici dans ce centre hospitalier. Nous sommes là, nous vous tiendrons informés de l'évolution de cette situation. CRTV News, Maïmouna Mohamedou Nadia au centre des urgences et réanimation de Yaoundé. CRTV News, nothing but the news. Welcome back. Maimouna Nadia there at the hospital telling us just how the medical staff are assisting and also how the lucky ones who escaped this tragedy are faring. It's good to have a little bit of positivity in these what I'm tempted to call sad day. We will hear another reaction obtained for us by Salisona Tafaha, one of our reporters who are on the Bankolo Hill. Salisona, can we get the reaction? Career, I just heard that in the night there was an incident in my Sheferisus Bankolo. That's when I rushed to say, let me come and see myself, because I don't want to be hearing people saying it. So when I came here, I went to the scene, I discovered that so many houses, people have been buried inside, and there's one woman that was trying to protect her child and carry the child, but unfortunately the mud and the water was was coming with force that they could not hold it. So all of them, they died. And there's one girl that is saying that she had a family, 8 of them, they have seen 7 of them that have died, and they are still looking for one. And that there was one house there that was having a birthday, and that birthday, all the children there who came for that birthday, and they died. So it's really a pity. It's something, Michelle, I don't know what to say, because it's more than just a mother saying you lost all your children, your family like that. Just a day like this. We pray that God will just console the family and intervene in this situation, because it's not something to say like this. Thank you. Emotional moments that we're going through as a nation as we report these events unfolding in the Bankolo neighborhood, where another mudslide has happened. We will be getting more reactions in the course of the day. Time for me just to ask Professor Jenja, who is here with me. She's a psychologist. Is it important to comfort, to find a way of comforting people at this time? It is true, sometimes people say it is important to let them cry, to let them empty their pain, more or less. But is it important as well to support them around, those who are around? Yeah, of course. Alors, c'est très, très important de réconforter les personnes qui sont victimes, c'est-à-dire les survivants de ce type de catastrophe. Sauf qu'il faut bien mesurer ce qu'on appelle réconforter. Alors, dans une telle situation, ce n'est pas le moment de leur tenir de longs discours. Il faut les aider pratiquement. C'est-à-dire qu'ils veulent se taper par terre, ils veulent se déchirer, les retenir. Ils veulent se jeter parce qu'il y en a qui auront envie de se jeter dans ces décombres pour retrouver leur être cher qui est parti. Il faut pouvoir le retenir. Il faut pouvoir les encourager, par exemple, à se reposer, à s'asseoir, à manger et leur dire bon courage à la limite. Parce qu'il faut le dire, dans ce type de situation, tout le monde devient souvent un peu expert et commence à dire des choses qui, généralement, sont de trop. Parce qu'il ne faut pas renforcer les angoisses chez ces personnes. Alors, les gens vont dire non, ça va aller. Mais attendez, quelqu'un a perdu, je ne sais pas, sa femme, a perdu ses enfants, et vous lui dites ça va aller, qu'est-ce qui va aller? Donc, il faut faire très attention à ce qu'on dit
à ces personnes en ce moment. À la limite, dites-leur bon courage, aidez-les dans leurs tâches, encouragez-les à continuer à vivre, mais évitez vraiment les longs discours qui parfois, et même généralement, ne sont pas à leur place. On le dit, ça va aller, oui, moi aussi j'ai vécu ça, il y a eu ça. Non, ce n'est pas le moment. Vraiment, le réconfort tient sur bon courage et l'accompagnement sur le plan pratique. S'ils sont en colère, est-ce que ça se comprend? Effectivement, s'ils sont en colère, c'est une émotion quand on est face à ce type d'événement. Il y en a qui peuvent même commencer à rire aux éclats. Il y en a qui vont se mettre en colère, il y en a qui vont vouloir casser quelque chose. Chacun va manifester à sa manière propre. Mais il est important d'être autour et d'encadrer pour que ces personnes n'arrivent pas à l'extrapolation et qu'on ne se retrouve sur catastrophe sur catastrophe. Donc, il est très important d'être là, vraiment être là, une présence physique, mais une présence plus affective. Professor Ndienje Mireille, psychologist, helping us deal with the outpour, if you care, of emotions that we are experiencing as the search and rescue efforts continues in the Mbankolo neighborhood. A mudslide happened there last night. Si vous venez juste de nous rejoindre, vous êtes en direct sur CRTV News. Et c'est une édition spéciale consacrée à l'éboulement qui a eu lieu hier soir dans le quartier Bankolo. Et ce matin, nous faisons un peu le point des opérations de sauvetage qui se poursuivent de ce côté-là. La dernière fois qu'on a vérifié auprès de nos reporters qui sont déployés à Bankolo, il y a une dame et un bébé qui ont été retrouvés, malheureusement décédés dans la boue. L'opération se poursuit. C'est difficile pour nous de vous dire en ce moment quel chiffre exact de décédés il y a. On va prendre le temps de recouper l'information et de vous donner une bonne information. On prend une petite respiration et puis je vais accueillir un géographe qui vient de nous rejoindre sur le plateau. Tous les jours, retrouvez sur CRTV News, 24 heures sur 24, l'actualité en continu. Reportages, interviews, analyses, décryptage. « 24 heures sur 24, nos reporters et nos correspondants vous emmènent là où l'actualité nous appelle. CRTV News, nothing but the news. CRTV News, nothing but the news. Welcome back. If you're watching us, you are watching a live coverage of the Mbankolo search and rescue efforts going on. Today, we have just been joined by Professor Roger Gwofo, who is a professor at the University of Yaoundé 1, the Geography Department. Welcome. Bonjour. Thank you very much. Quand on regarde un peu la situation qui se produit, le professeur Ndienje en parlait tout à l'heure, beaucoup de personnes qui vivent dans des quartiers similaires courent des risques. Quel conseil donnez-vous aux Yaoundéens? C'est vrai qu'il y a presque aucun quartier à Yaoundé où on ne se retrouve pas soit sur un pan de colline ou sur une colline. Maintenant, que faire? Merci beaucoup de me passer la parole. Je dois dire que c'est toujours un peu gênant, disons, de participer à cet exercice d'échange alors que la catastrophe a déjà eu lieu. C'est-à-dire que nous sommes dans ce que nous appelons la gestion post-mortem, alors qu'on devrait faire un certain nombre de choses. Pas pour tout éviter, mais pour au moins réduire soit l'ampleur, soit, disons, le fait d'en être victime. Donc, Yaoundé, c'est beaucoup de collines. C'est la ville
aux collines. Et en fait, qui dit colline, ça veut dire des zones aux pentes fortes. Parce que c'est la caractéristique principale. La pente est forte. Or, ce qui se passe aussi, c'est que sur ces collines-là, on a enlevé la végétation. C'est-à-dire la végétation qui couvrait ces collines-là a été enlevée. Donc ça veut dire qu'on a créé un nouveau facteur de risque parce que la végétation est un élément protecteur. Donc ces collines-là ont évolué en zone forestière. Et en fait, c'est parce que c'était en zone forestière que les roches qui sont dures, en réalité, ont été altérées. Parce que les roches ne s'altèrent pas n'importe comment. Il faut de l'humidité, il faut de la chaleur. Et en zone forestière, les roches les plus dures s'altèrent de manière profonde. Parce que on ne peut pas avoir des glissements. Donc vous voyez que sur ces reliefs-là, qui ont évolué sous forêt, il y a eu de l'altération. Donc ça a constitué un épais sol. Et puis, par la suite, on a enlevé la végétation pour fragiliser et on s'est mis à construire, puisque on connaît des pays qui ont un relief plus accidenté que le nôtre, et où on adapte les constructions. Donc, mais dans des contextes où on ne peut pas adapter et suivre la meilleure des choses à faire, c'est de prévenir. Et prévenir, la meilleure façon de prévenir, c'est de faire en sorte que les gens ne s'installent pas dans les zones qui sont identifiées clairement et qui sont à risque. Parce que ici, vous voyez, pour identifier le risque, je vais aller très simplement. Sur une colline comme celle-là, si vous prospectez les sols, vous allez voir là où les sols... Mais j'imagine que celui de Mvan n'a pas eu la même puissance, si vous voulez, que celui de Mbankolo. Et celui de Mbankolo a causé certainement beaucoup de dégâts. Et d'où notre édition spéciale pour essayer de faire le point. Prof, les patients à l'hôpital, est-ce que la prise en charge, elle est seulement sur les blessures, ou bien est-ce qu'il faut essayer aussi de les rassurer, de les reconforter? Oui, alors il faut dire que ceux qui vont se retrouver dans les hôpitaux ont effectivement besoin de la prise en charge médicale parce qu'ils ont des blessures, ils ont des fractures, mais il faut une prise en charge holistique parce que sur le plan psychologique, forcément, ils auront... à négliger ça. Oui, malheureusement, dans notre environnement, ce n'est pas encore ça. Mais ces personnes ont besoin de cette prise en charge psychologique et même psychosociale, parce qu'après, vous voyez, c'est des personnes qui ont perdu leurs biens. C'est les personnes qui vont se retrouver hors de leur environnement. Donc, c'est important qu'ils aient cette prise en charge sociale, psychologique, mais aussi médicale. Prof, quand on parle de Mvan et de Mbankolo, évidemment, ça nous renseigne sur la pluviométrie et le risque qu'on encourt. Et justement, on parlait tantôt à un climatologue qui est sur le site au téléphone, qui nous disait qu'ils ont prédit 10 jours de fortes pluies. Et je pense qu'on est en plein dans ces 10 jours-là. Pour vous parlez tantôt de la prévention. Qu'est-ce qu'on doit, comme Camerounais, qui se soucie de sa sécurité, essayer de faire? Merci beaucoup. Déjà, je vais faire une petite précision. Entre l'éboulement et le glissement, c'est deux choses complètement différentes. L'éboulement affecte essentiellement des matériaux plus cohérents, donc sans beaucoup d'intervention de l'eau. L'eau peut intervenir, mais vraiment très peu. Et l'éboulement, la masse des matériaux ne se déplace pas sur une longue distance. Donc, ça peut ensevelir des gens. Sur quelques mètres. Alors que pour le glissement, encore la fluidité, alors ça va plus loin et ça peut balayer. Donc voilà déjà la différence. Ce que je peux aussi ajouter par rapport à la question que vous m'avez posée, c'est en fait, dire qu'on prévoit qu'il va pleuvoir beaucoup, c'est bien, mais c'est pas suffisant. S'il pleut sur une zone où la roche est massive, dure,
et tout ça, et il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque. Donc, il faut associer à ça aussi maintenant ce que j'appelle les paramètres stationnels. Il pleut beaucoup, mais par rapport à telle zone, tel site, voilà ce qui peut se produire. Dans les vallées, il y aura inondation. Il y aura inondation. Pourquoi? Parce que les zones encombrent, les gens encombrent les chéneaux des cours d'eau. Ils encombrent les lits des cours d'eau. Un cours d'eau a ses lits. Ce n'est même pas un seul lit. Un cours d'eau a un lit mineur, un lit majeur, un lit d'inondation. Et il se plaît dans ses lits. Donc quand vous venez vous occuper de tout ça, et parfois vous y jetez des ordures, tout ce que vous trouvez dans la ville, et vous lui donnez une charge qu'il ne peut transporter, parce que son calibre ne peut pas... Le Fundi, par exemple, n'est pas la Sanaga. Ce que la Sanaga peut transporter, le Fundi ne peut pas transporter. Donc, quand vous envoyez trop, allez, ça reste là et il vous renvoie ça lors de l'inondation pour vous dire qu'il n'est pas content. Donc pour dire... donc, il faut regarder les prévisions, c'est-à-dire les prévisions des spécialistes, mais aussi aller dans les conditions stationnelles, spécifiques. Normalement, même quartier par quartier, il faut arriver à faire un certain nombre de petites cartes que les gens peuvent... Il y a dans la gestion des risques des cartes qu'on appelle les cartes Zermos, c'est-à-dire cartes des zones exposées aux risques liés au mouvement du sol et du sous-sol. Dans certains pays, on fait des cartes comme ça. Mais une fois de plus, le fait de faire une carte sous nos cieux, c'est pas ça qui va faire en sorte qu'il n'y ait pas. Je pense que on dit toujours qu'il faut sensibiliser, mais il y a une limite aussi à la sensibilisation. Parce que je crois que ce qu'on perd... On peut savoir, on peut savoir, mais être toujours impuissant face à certains paramètres. Oui, tout à fait, parce que d'ailleurs, lorsqu'on sait que ça peut se passer, on ne sait jamais exactement quand ça va se passer, ça c'est clair. Mais au moins, on sait qu'ici, là, ça présente tel type de risque. Quand vous avez des quartiers où il y avait de gros blocs en surplomb, avec des habitations en bas, les blocs sont fracturés, et ça ne dit rien à personne. Bon, ça ne va pas bouger le jour là, mais le jour où ça va dégringoler, et ça va faire des dégâts. Ça va faire des dégâts. On va parler tout à l'heure du Mont Cameroun. Juste le temps pour moi de ramener vous qui nous regardez un peu vers le site qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le site de Bankolo, où le ministre de l'administration territoriale est accompagné par le ministre du développement urbain, monsieur Atanga Ponji, et madame Célestine Kecha-Cortez viennent de faire un petit tour. On vous l'avait annoncé au début de cette émission. Le ministre et ses collaborateurs devaient aller sur le site pour essayer eux-mêmes de voir clairement ce qui se passe là-bas. Écoutons cette réaction du ministre Paul Atanga Nji. He was speaking to our reporter Dixon Ashu a few moments ago. De souhaiter prompt rétablissement à tous les blessés, d'apporter secours à tous les sinistrés et d'organiser la sécurisation du site. Un drame de trop. Il n'y a pas longtemps, le chef de l'État a donné des très hautes directives en matière de construction. Si nous suivons ce que le commandant des sapeurs-pompiers vient de nous dire, on peut déduire que ces maisons ont été construites dans une zone dangereuse. Non construite. Donc, alors, nous devons mener donc cette sensibilisation. Faudrait-il construire à tout prix pour mourir après? C'est la question que nous devons nous poser, vous voyez, parce que le commandant des sapeurs-pompiers nous dit clairement qu'on parle de 27 morts pour le moment. Donc ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'on va poursuivre les recherches, il est probable de trouver d'autres corps. Donc le chef de l'État nous a chargé, moi et madame la ministre, de sensibiliser les populations. Et nous allons monter d'un cran dans cette sensibilisation afin que toutes ces zones non constructives soient vraiment libérées pour l'intérêt commun et pour l'intérêt de tout un chacun.
Ça ne nous fait pas plaisir. Chaque jour, on enterre les morts. Et pour les mêmes causes. Les maisons sur les flancs d'eau. Well, clearly an exasperated Minister Paul Atanga Njide, once more stressing the need for awareness raising. People should not build in areas that are dangerous, and people should not build on steep slopes. People should not build on waterways. Stressing once more that this is not the first of such tragedy that Cameroon is recording. We all witnessed Ngwachi in the West region. We all witnessed Damas here in Yaoundé, and we've seen similar images on the slopes of Mount Cameroon. And so there is definitely some work to be done, and we hope that those responsible for doing this work will do their utmost to ensure that people are not only educated on what they should do, but also that they are prevented, if possible, from erecting structures on such sites. If not, like Professor was saying a while ago here, Professor Roger Goufo, we will constantly be reacting. Because once more, we are in a situation of reaction. Vous avez un commentaire sur l'extrait du ministre? Oui, ce que je peux dire, effectivement, c'est... voyez, quand sur le ministre, on sent qu'il y a des choses qu'on fait, mais que sur le terrain, évidemment, ça ne bouge pas comme on aurait souhaité. C'est-à-dire qu'à chaque catastrophe, on a dit qu'on va sensibiliser les gens pour que les gens quittent un certain nombre de sites, mais ça ne s'est pas fait. En fait, c'est pas un phénomène complètement camerounais. C'est-à-dire que partout où il y a des zones à risque, nous, on a travaillé beaucoup avec des populations pour leur poser même des questions. Parce que la perception du risque, une des choses qu'on doit bien étudier, c'est ce que j'appelle la perception du risque. Parce que, en fait, on dit ils sont dans une zone dangereuse. Je ne dis pas que tous les gens là-bas, ils ne sont pas éduqués ou instruits. Mais parfois, les gens ne comprennent pas exactement quelle est la nature du risque. Et quand bien même ils comprennent, il y a des endroits où des villageois nous ont dit, mais pourquoi ça ne se passe que là où il y a ma maison? Tout ce que vous expliquez, il y aura du volcanisme, il y aura telle chose. Pourquoi simplement là où j'ai construit ma maison? Donc, et avec ça, là, tu vois que c'est difficile qu'ils puissent quitter. Donc, ça veut dire que, pour moi, il n'y a pas mille solutions. Il faut sensibiliser et lorsque les gens n'acceptent pas le parti, il faut les faire partie des zones dangereuses. Moi, je me dis que on peut aller progressivement. Parce que, bon, attaquer tout ce problème-là dans la ville de Yaoundé une fois, ça peut être quand même compliqué. Mais on peut identifier les zones à risque, hiérarchiser les risques et commencer par agir là où on sent que le risque est plus élevé. Ça, on peut savoir. On peut savoir là où le risque est plus élevé. Donc on commence à dégager. Il n'y a pas de solution. Il faut dégager les gens. Parce que quand il y a déjà des morts, on a perdu beaucoup. Le coût de l'inaction est complètement élevé. Donc, oui. Okay, Prof, the minister is in his role. He's comforting, but at the same time, also trying to sensitize or raise awareness. Oui, alors le prof le disait tout à l'heure, les humains et la prise de risque. Alors, il faut dire que vous voyez dans ces zones qui sont à risque, on n'a pas besoin d'être expert comme le prof pour savoir que c'est des zones à risque. Des gens prennent quand même sur eux d'aller construire, sachant que d'un moment à l'autre, ils pourraient se retrouver dans la situation actuelle. Alors il faut dire qu'aujourd'hui, avec l'accroissement de la population, avec l'exode rural, tout le monde s'est rué vers la ville. Et maintenant, n'ayant pas d'espace, ils essayent de s'agripper un peu partout. Mais maintenant, il faut dire aussi que c'est généralement des personnes quand même en situation de précarité qui vont se retrouver dans ces zones.
Et ces personnes en situation de précarité deviennent un peu comme des guerriers. C'est-à-dire, vous allez entendre dire on va au front. Quand ils viennent en ville, ils vont au front. Ça signifie qu'ils développent un sentiment d'invulnérabilité. Et à ce moment, donc, ils peuvent prendre n'importe quel risque. Ils sont conscients que ça peut s'écrouler à tout moment, mais ils y sont quand même. Ils y sont parce qu'ils se considèrent comme des guerriers. Et puis souvent, ils n'ont pas d'autre choix. Alors, on va sensibiliser. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas, ils sont bien conscients du risque qu'ils courent, mais ils vont prendre ce risque déjà, comme je le disais, parce qu'ils ont développé ce sentiment d'invulnérabilité et parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, n'ayant pas d'espace pour se bâtir des maisons, ils vont donc s'accrocher sur ces terrains à risque-là. C'est pour ça que la sensibilisation ne devrait peut-être pas seulement se limiter à dire n'allez pas construire dans les zones à risque parce que c'est connu. Maintenant, il faut aller sur le plan socio-anthropologique, mais aussi sur le plan psychologique, aller déraciner ces croyances et ces conceptions qu'il y a chez ces gens-là pour pouvoir les amener à déguerpir définitivement de ces zones. There's definitely work to be done. Let's hear once more another reaction from Minister Celestine Kecha-Cortez, who was accompanying the Minister of Territorial Administration. Minister Celestine Kecha-Cortez is the Minister of ministre de l'Habitat et du Développement Urbain, qui parle à notre reporter Papin Boumsong. Nos consciences individuelles et collectives sur le respect des documents d'occupation du sol. Tel que vous l'avez vu, la présentation, on a barré la voie à l'eau et on a occupé le lit de l'eau. Et lorsque l'eau doit passer, l'eau passe. Donc, en souhaitant aussi nos condoléances, je voudrais simplement dire que pour mettre en exécution les très hautes instructions et directives du chef de l'État que nous avons déjà commencé à mettre au lendemain de la catastrophe de Douala. Nous allons cette semaine encore poursuivre et accompagner les gouverneurs, les maires de ville. Et je salue l'action qui est menée au niveau de Douala pour libérer les zones où les gens ont construit. Et j'appelle les autres sur l'ensemble du territoire à emboîter le pas, à libérer les zones non constructibles et puis sauver les populations des constructions menacées en ruine, telles que nous voyons. Si rien n'est fait, d'ici quelques jours à Bankolo, nous allons encore entendre. CRTV News, nothing but the news. Welcome back. You're watching a special live show on CRTV News. The intention is to update you on the events unfolding at Bankolo. We have heard from two cabinet members who have been on the site, Minister Paul Atanganji and Minister Celestine Kecha-Cortez, both obviously upset. Both disappointed at the fact that people still continue to put themselves at such great risk. But at the same time, we all recognize that more needs to be done, more than talk. We need to do something about it. We need to prevent people from constructing in such areas and not wait till after tragedy has struck to tell them that they were wrong. And as citizens, we also have a collective responsibility to try to do what is right, you know, in terms of protecting ourselves. Professeur Ngoufo, vous avez dit que, évidemment, on est dans la réaction et qu'il y a des choses à faire. Vous pensez aussi que le Mont Cameroun, malgré son calme apparent, présente quand même quelques menaces? Le Mont Cameroun est calme, mais en fait, pour nous, on sait que c'est un volcan actif. Il est actif, c'est-à-dire pour l'instant, des éruptions peuvent se produire à tout moment. Mais je voudrais beaucoup plus faire référence à ce qu'on a observé à Bouya il y a plusieurs mois. Ce torrent de boue qui dévalait sur Bouya. Et je crois, j'ai fait un papier, j'ai même remis une copie au MINAT. J'ai
fait un petit papier pour expliquer aux gens que ce qu'on observait à Buea, ça s'appelle les coulées boueuses. Les coulées boueuses, mais lorsque les coulées boueuses affectent des matériaux volcaniques, parce que dans le cas du Mont Cameroun, c'est des cendres volcaniques qui sont affectées, qui sont liquéfiées. C'est les cendres volcaniques. Donc quand ça affecte des matériaux volcaniques, une coulée boueuse s'appelle désormais un lahar. En termes techniques, on l'appelle un lahar. Mais ce qu'on a observé jusqu'à présent, c'est dans cet article-là, j'ai fait bien comprendre que la chance qu'on a, c'est qu'on a eu affaire à des lahars froids. Lahar froid. Donc il n'y a pas de gaz. Oui, lahar froid. C'est-à-dire que un lahar froid, c'est des cendres, des sols pulvérulents volcaniques qui sont liquéfiés et qui descendent en masse. Oui. Mais un lahar chaud, c'est lorsque à ce phénomène-là s'ajoute une source de chaleur qui peut être donc l'éruption volcanique. L'éruption volcanique. Ça va ajouter une source de chaleur et à ce moment-là, tout le torrent qui va descendre, les produits volcaniques étant à 600, 700, 800 degrés, tout le torrent qui va descendre peut être au moins à 300 degrés, au moins 300, 400. Et vous imaginez qu'un torrent... Alors là, ce serait la vraie catastrophe. Et je l'ai dit parce qu'il y a eu un cas qui s'est passé en Colombie, en 87, dans une montagne qui s'appelle le Nevado del Ruiz. 22 000 morts. Wow. Parce qu'il y a eu l'éruption volcanique qui a fait fondre la glace qui était sur la montagne. Et l'eau qui s'est échappée de la glace, donc, a liquéfié les cendres volcaniques. La chaleur magmatique ayant chauffé donc tout cela, ça s'est déversé sur une petite ville qu'on appelait Armero. 22 000 morts. Donc vous voyez que si un truc comme ça dévale sur Buea, c'est très grave. Donc mon alerte, c'était pour dire que, d'ailleurs le titre de mon article c'est Buea menacé par des lahars froids, attention aux lahars chauds. Merci beaucoup, Prof. Warning to be taken extremely seriously by not only our government officials but also the people who are living in that area. Let's go rapidly to one of our teams posted at one of the hospitals in town. Annabella Tabi has this update for us from one of the hospitals where the victims have been taken. Hello, studio. We are here at the trauma and primary care unit where 4 victims from the mudslide yesterday in Bankolo are currently receiving treatment, and we've been told they are in stable condition. One of the youngest victims that we've seen here is a 3-year-old girl receiving treatment. We've also been informed that one of the victims that was brought in yesterday, a 14-year-old boy, actually from another mudslide in Van, passed away from his injuries. And we have 2 more victims still from Van, from that part of town where the mudslide affected the population, and they were brought in yesterday with fractures and head trauma, and were taken care of by the surgical team of the hospital. Dr. Louis Josbitang, the director of the emergency center, has confirmed that these victims are receiving treatment, and they are doing all they can to make sure that they are in stable condition and heal from their wounds. Reporting for CRTV News from the Yaoundé Central Hospital, I am Annabella Tabi Unto. Annabella there once more giving us an update on what is happening at the hospital where she's been to. Let's hear from one of our reporters on the ground, Carlette Eso, who tells us just how difficult it is right now moving or commuting around the area of the incident. Let's hear Carlette Eso. Merci de nous retrouver ici au pied de cette source du mont Bankolo qui coule, vous la voyez depuis là-haut. Nous sommes donc à l'entrée chefferie de ce quartier Bankolo où a eu lieu le drame que vous connaissez. C'est donc la rupture de la digue qui a entraîné des décès ici dans ce quartier, et la route où je me trouve en ce moment est
envahi, c'est l'embouteillage depuis très tôt ce matin. Les populations sont là, elles viennent de partout de la ville pour se rendre compte de ce qui se passe ici en ce moment. Et c'est en comptant avec le soutien de la police, des forces de l'ordre, de la gendarmerie qui est là, qui sont là sur le site pour veiller à la sécurité des populations, pour veiller à ce que tout se passe dans le calme, parce que il n'est souvent pas, où il n'y a souvent pas de l'affluence notamment, mais depuis l'événement de cette nuit, c'est tout le monde qui accourt, et sur cette haute, les gens grimpent un peu partout pour se rendre compte de ce qui se passe en bas, puisque la police coordonne les choses ici, régule le mouvement des populations. Vous le voyez partout, le quartier est presque envahi parce que les gens veulent bien avoir des nouvelles de leurs frères, de leurs sœurs, de leur père, de leur mère. Ils viennent donc voir ce qui se passe ici. Et vous le voyez, comme je le disais tantôt, c'est l'embouteillage, mais c'est en comptant avec le soutien des forces de maintien de l'ordre qui sont là pour veiller à la sécurité et à la régulation de la circulation. Pour CRTV News, je suis Carlette Issou. Thank you, Carlette. Ce que je retiens de ce dernier update de Carlette, c'est qu'il faut éviter d'aller dans la zone de Bankolo, s'il vous plaît. Si vous avez des proches dans la zone, essayez de suivre les informations, essayez de les joindre autrement que de vous déplacer. C'est trop tôt de courir vers une zone de crise où les gens travaillent. En ce moment, vous imaginez le trafic de ceux qui essayent soit d'évacuer ou bien d'entrer sur le site pour travailler. Donc, je vous en prie, ne vous attroupez pas sur cet axe-là. I must say we have tried as much as possible to keep our viewers updated. Professor Njie, thank you for your bright and brilliant words of comfort to help our viewers as well as victims of this situation handle whatever they may be going through. Like you said, it is difficult for anybody to measure exactly the pain of another individual. So it's we should be there for each other, but we should also respect the people who are going through this. Professor Roger Ngufo, thanks for your expertise and your experience, and thanks for your warning on Boya and on other risk sites that may be exposed to similar threats. Our teams will continue updating you in the course of the day. We have a newscast on CRTV News every hour, a news flash every half hour, and we have our primetime newscast coming up on CRTV and CRTV News. So we have a newscast at midday. Stay on CRTV and CRTV News. At midday, we'll still update you on what is happening there. And at 7:30 and 8:30 in the evening, there will be a primetime newscast. But in between, CRTV News will give you all you need to know about this incident and much more. Bye-bye. It's been a pleasure. I'm Fonka Muta Bo Bernard signing out and wishing you a happy day.